La revue de presse par Théo Boucard. La politique agricole commune, aussi bien controversée dans les arcanes politiques européennes que dans les médias. Pour faire assez simple, car je vous promets que c'est assez compliqué, comme vient de le dire Gwen, on peut diviser la PAC en 4 gros points d'interrogation médiatique. Est-ce que la PAC coûte cher dans un premier temps ? Est-ce que la PAC respecte les agriculteurs et les travailleurs européens ? Est-ce que la PAC respecte l'environnement ? Et dernière question, est-ce que la PAC sert à quelque chose ? La question. Premièrement, les implications budgétaires. Donc, comme vient de le dire Gwen, la PAC est l'un des postes budgétaires de l'Union européenne les plus conséquents. Plus de 383 milliards d'euros alloués à la politique phare de l'Union européenne entre 2014 et 2020 ont été utilisés. Le nouveau cadre budgétaire de 2021-2027 porte la PAC à plus de 386 milliards d'euros, malgré le retrait britannique de l'Union européenne. Avec le budget de la politique de cohésion, le budget agricole est donc le plus gros d'une enveloppe qui compte 1075 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Hors plan de relance Next Generation EU, bien évidemment. Trop cher la PAC ? C'est ce qu'entend un article d'octobre 2020 du média de langue allemande Klimareporter, intitulé en allemand « Viel Fläche, viel Geld, viel Treibhausgas », c'est-à-dire, pour ceux qui ne parlent pas allemand, beaucoup de surface, beaucoup de gaz à effet de serre. De nombreux États membres de l'Union regrettent en effet que la PAC soit si gourmande en crédits européens. Dans une interview donnée au journal Le Point, vous-même, Madame Sander, qui êtes rapporteuse sur une partie de la politique agricole commune, regrettiez en février 2020 cette situation en affirmant qu'une PAC renationalisée ne serait, je cite, « en aucun cas souhaitable car la PAC, c'est la garantie pour nos agriculteurs du fonctionnement du marché intérieur, d'une égalité de traitement et d'un lissage des distorsions de concurrence ». Un sujet à la fois central et assez peu évoqué dans l'ensemble de l'Union européenne, c'est aussi le rôle des agriculteurs et des travailleurs européens en général. Selon un article du média Euractiv en anglais de février dernier, une conditionnalité sur les droits humains et les travailleurs serait en négociation, ce qui ne manquerait pas de faire grincer certaines dents. La PAC doit également accorder une plus grande importance aux agricultrices, à en croire un article en anglais encore de slowfood.com, pour qui l'inclusion des femmes dans l'agriculture n'est pas assez forte et pour qui la Commission devrait encourager les projets portés par les agricultrices. Un autre sujet également plus présent, autrement plus présent, même dans le débat public maintenant, l'empreinte écologique de la politique agricole commune, comme le disait également Gwen. Comme vous le savez peut-être, chers auditeurs, l'Union européenne souhaite une PAC plus écolo grâce à de nombreuses mesures incitatives. Dans un article d'octobre dernier, le Nouvel Obs se focalise sur la création d'éco-régimes qui vont réserver une part des aides des agriculteurs à des efforts en faveur de l'environnement. La PAC nouvelle génération serait-elle pourtant incompatible avec les objectifs plus larges de lutte contre le changement climatique portés par le Pacte vert pour l'Europe, encore une autre machine européenne? C'est en tout cas l'opinion de votre collègue au Parlement européen, Madame Sander, Benoît Biteau, lors d'une interview avec Public Sénat, pour qui les éco-régimes censés permettre un verdissement de la PAC ne régleraient rien. De son côté, le média militant Reporter affirme dans un article de janvier dernier que ce sont bien les représentants de l'agro-industrie qui bénéficient le plus des subsides de la PAC, au détriment de toute considération écologique. Last but not least, la question est de plus en plus posée par de plus en plus de personnes. La PAC sert-elle encore à quelque chose ? Dans une Europe de plus en plus tournée vers la transition écologique et le numérique, la France étant la principale bénéficiaire de la politique agricole commune, il ne fait point de doute que Paris tienne à cette politique commune comme à la prunelle de ses yeux. Le média Toute l'Europe rappelle dans un article de ce mois de mars les différents enjeux pour notre pays, alors que la réforme de la PAC est prévue pour 2023. Affaire à suivre donc, et l'on sait que les négociations européennes peuvent être très ardues. Alors Madame Sander, qu'est-ce que vous pensez justement de cette réforme à l'horizon 2023 ? Merci pour ces précisions et pour ces différents points de vue que vous évoquez. Moi, je pense que la PAC doit être d'actualité et a un rôle à jouer plus que jamais. Tout d'abord, vous savez qu'on a décidé du Green Deal au niveau européen. Donc, l'idée, c'est d'avoir un continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Et donc, toutes les politiques européennes devront y prendre part, que ce soit les transports, que ce soit l'industrie, tous les sujets, les citoyens eux-mêmes seront mobilisés. Les agriculteurs, eux aussi, devront faire des efforts et donc la PAC devra s'inscrire dans ce Green Deal. Et c'est de cette manière aussi qu'elle a été conçue, cette nouvelle politique agricole commune. Dire qu'il n'y a pas d'efforts environnementaux, c'est nier tous les efforts qui ont été faits par les agriculteurs, parce que s'il y a une profession qui s'est adaptée,
ces dernières décennies, qui a dû faire beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès, c'est bien les agriculteurs qui ont déjà beaucoup changé leurs pratiques. Et moi, j'aimerais bien, avant de se tourner vers l'avenir, qu'à un moment donné, plutôt que de taper en permanence sur les agriculteurs en disant que ce sont eux qui polluent, alors certes, ils participent à l'émission de gaz à effet de serre, mais les agriculteurs, eh bien, c'est aussi par eux que va passer la solution, parce qu'à travers leurs pratiques, ils captent du carbone. Donc, reconnaissons déjà ce qui a été fait et encourageons-les à aller plus loin. Pour moi, la PAC, il y a différents objectifs. Le premier, notamment pour ceux qui disent que ça coûte trop cher, c'est de produire, je l'ai dit, en quantité suffisante et avec une sécurité alimentaire assurée. Pourquoi est-ce que la PAC coûte cher ? Eh bien, c'est la seule politique, et vous, les jeunes Européens, vous devez y être sensibles, qui est complètement intégrée, qui est complètement européenne. Quand on parle de la recherche, quand on parle de l'industrie, de tous les sujets, il y a toujours une grosse part nationale. Là, la PAC, c'est vraiment une politique européenne, donc c'est normal aussi qu'elle prenne plus de budget. Donc à côté de ce volet alimentaire, moi je milite pour une PAC avec une double performance. Un peu comme les deux faces d'une même pièce. Il doit y avoir une performance économique et une performance environnementale. Et les deux sont intimement liés. Vous ne pouvez pas avoir de l'environnement, demander aux agriculteurs de faire uniquement de l'environnement s'ils ne peuvent pas vivre de leur métier. Et en même temps, eh bien, les agriculteurs, évidemment, doivent faire des efforts pour l'environnement, doivent faire des efforts pour améliorer leurs pratiques et surtout pour être vraiment des acteurs du changement climatique. Et c'est ce qui est prévu dans cette nouvelle politique agricole commune. Moi, je voudrais quand même rappeler le rôle des agriculteurs, au-delà de la production d'alimentation, finalement, dans le maintien et dans la création d'emplois sur les territoires. C'est grâce aux agriculteurs que dans certaines zones, en particulier rurales, on arrive à maintenir une activité dans des villages, parfois aussi de maintenir une école ouverte. Quand vous avez des agriculteurs, eh bien, dans la foulée, vous avez souvent des entreprises agroalimentaires qui transforment les productions agricoles. Et puis les agriculteurs, rappelez-vous aussi qu'ils maintiennent de la biodiversité dans les territoires. Et là, je pense en particulier aux territoires de montagne. Parce que si les territoires de montagne, vous arrêtez de les exploiter, si vous mettez plus les vaches dans les pâturages, ce sont des paysages qui se referment complètement et qui sont totalement envahis par les ronces. Donc derrière, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus rien. Et puis, en termes économiques, vous mettez une croix aussi sur le tourisme. Voilà, donc tout ça, c'est lié. Et je crois que l'agriculteur est un élément central dans l'aménagement du territoire, dans l'alimentation. Et voilà pourquoi cette PAC est tellement importante. Martin. Alors, vous avez parlé de l'élevage alpin notamment et pyrénéen. Ça nous amène à un sujet européen. Qu'est-ce qu'on fait des loups qui traversent les Alpes et qui s'installent en France ? Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors moi, je travaille beaucoup avec les agriculteurs. Je travaille beaucoup aussi avec les élus locaux, avec l'association des élus de la montagne qui n'en peuvent plus parce que nous avons mis en place au niveau européen des mesures pour protéger le loup. Ces mesures européennes, c'est la directive Habitat, mais aussi la convention internationale qu'on appelle la Convention de Berne, ont tellement bien protégé le loup que le loup maintenant s'est développé dans toute l'Europe et fait beaucoup de dégâts. Ce sont des dégâts, alors vous me direz, qui peuvent être pris en charge parfois, mais ce sont des dégâts on parle jamais de l'impact psychologique sur les agriculteurs, sur les éleveurs qui voient leurs troupeaux décimés. C'est très brutal. Donc on essaie de travailler, moi j'essaie de travailler avec eux très régulièrement pour voir comment on peut alléger cette protection du loup qui a un niveau tel aujourd'hui qu'on ne peut pas faire suffisamment de prélèvements de loups pour diminuer ces attaques de loups. Et c'est un phénomène qui est connu dans toute l'Europe et c'est quelque chose d'assez violent dans certains territoires. Johanna, limiter les attaques de loups, c'est-à-dire... C'est-à-dire comment on s'y prend en fait On augmente les prélèvements. On augmente les prélèvements parce que dans certains secteurs géographiques, il y a une surpopulation de loups, donc il faut augmenter les prélèvements, effectivement.
Après, il y a d'autres mesures à prendre, des mesures de protection des élevages. Mais ça marche pas toujours. Et ce, d'autant plus que le consommateur, le citoyen européen demande aux éleveurs de sortir leurs animaux, et ça a du sens aussi, en particulier dans les zones montagnardes. Donc, si vous voulez vos bêtes à l'extérieur, à un moment donné, il faut pouvoir les protéger. C'est un véritable traumatisme quand il y a des attaques de loups. Moi, j'ai rencontré des familles d'éleveurs. C'est toute la famille qui est traumatisée, les enfants, le conjoint, les voisins, c'est très, très violent. Alors, une question de Rémi. Ouais. Alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sur France Inter le 15 mars dernier qu'il fallait plus d'environnement. Et il en a profité pour critiquer la restauration des néonicotinoïdes en France. Alors, sur le papier, je vais dire que c'est beau, mais est-ce que dans les faits, c'est pas irréalisable de remplacer justement les néonicotinoïdes? Pardon. Le mot est compliqué. On a compris. Non, mais vous savez, moi, je milite pour qu'on soit pragmatique. Évidemment, nous voulons tous moins d'intrants dans l'agriculture, dans l'alimentation. Nous voulons tous plus d'environnement. Mais il faut rester pragmatique. Les néonicotinoïdes, je suis arrivée, ont été interdits, mais avec la possibilité de laisser des dérogations quand il n'y a pas de produit de substitution. Qu'est-ce qui s'est passé pour la betterave et ce problème de jaunisse qui a touché les cultures de manière très importante, en particulier les cultures françaises. Donc, c'est des milliers d'emplois qui sont à la clé, avec une baisse de production, je crois, de l'ordre de 30 ou de 40%. Et forcément, si vous laissez, si vous ne donnez pas de solution technique, et aujourd'hui, il n'y a pas d'autres solutions techniques, derrière, ça veut dire que c'est une filière qui s'arrête, qui s'éteint complètement. Ça veut dire des agriculteurs qui, pour la saison suivante, ne vont plus semer de betteraves parce qu'ils savent que c'est pas rentable. Ça veut dire des sucreries qui ne vont plus tourner, qui, dans la foulée, vont fermer aussi. Donc, qu'on donne une dérogation et qu'en même temps, on mette les moyens sur la recherche scientifique pour trouver d'autres produits, moi, j'y suis favorable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé une dérogation, mais je crois qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas forcément tous les moyens pour trouver des solutions techniques. Et là, j'espère qu'on ne va pas se retrouver d'ici 3 ans, à nouveau dans une impasse. Donc ça, c'est tout le défi maintenant, c'est vraiment actionner, donner les moyens à la recherche pour trouver d'autres solutions. D'accord, merci. Eh bien, les débats sont lancés, c'est super. Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Tout le Parlement européen est déserté par ses eurodéputés. Tout ? Non. Un village alsacien peuplé d'irréductibles pro-Strasbourg résiste encore et toujours à la tentation bruxelloise. Bon, allez, trêve de boutade, je m'emporte. Merci Anne Sander d'être présente aujourd'hui sur notre plateau. On est vraiment ravis de pouvoir parler enfin à une eurodéputée en physique.